Maintenant, s'il y a des questions en dehors, vous m'envoyez un mail. Donc, mon adresse mail, c'est personnel. Hein? C'est LEZZAKOL @yahoo.fr. C'est Zal renversé de Kolda. Il faut être intelligent pour se faire écouter et bien pour se faire respecter. Parce que quand on est entrepreneur, on gère des hommes. On n'est pas un administré, on est un administrateur. C'est pourquoi il y a des PDG, présidents, administrateurs de sociétés, ainsi de suite. Donc on doit trouver des solutions aux problèmes. Et votre rôle, c'est effectivement ça, c'est de gérer les problèmes. Maintenant, si vous ne connaissez pas le contexte financier, mais vous ne pouvez pas avoir les outils pour gérer les problèmes financiers. En management, si vous n'avez pas les outils, c'est pourquoi ce programme-là, moi, je trouve que c'est très pertinent, le PSEJ. Parce que là, on vous donne les outils. Parce que certains, ils font HEC, d'autres, ils font université, option économie, gestion, ils font 4 ans. Vous, en peu de temps, on essaie de vous former. Mais ça, on vous donne juste les rudiments. Hein. Derrière, je ne vous conseille pas d'approfondir. Pas dans les détails. Si vous approfondissez, c'est dans les grandes lignes. Et si vous avez besoin d'expertise, il faut recruter quelqu'un qui est un homme de l'art, un bon comptable, avec DESCOGEF ou bien avec DSC. Vous recrutez quelqu'un de bien, et là, vous mettez en place un dispositif de contrôle interne. De telle sorte que s'il fait nakasudou non, là, vous allez le pincer. Et quand vous pincez quelqu'un, dans les faits, il faut être très dur. Il faut montrer l'exemple. Mais si vous êtes laxiste, vous confiez des millions ou bien des milliards à vos collaborateurs et vous êtes laxiste, vous allez dormir là. C'est pourquoi l'exemple des Baol et l'exemple des Libano-Syriens là, des Nars là, ça c'est des exemples à adopter. Les entreprises, dans les entreprises des Nars là, dès que vous rentrez, vous voyez partout où passe l'argent, c'est eux qui l'occupent. Maintenant, les tâches administratives parallèles là, voilà, ils donnent ça aux autres. Dans les entreprises Baol là, bon, Baol entre guillemets, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont formalisés, là aussi, la caisse, c'est eux. Les points sensibles là, c'est la caisse. Ouh, c'est eux. La caisse, même. il faut maîtriser. Parce que détourner à la caisse, c'est très facile. On peut laisser en comptabilité, on le verra, un solde théorique, parce que tout ce qui va être dans la comptabilité, ça va être théorique, sur la base des factures, des pièces. Mais le réel, là, c'est à la caisse. Donc récemment, on a vu détournement à la poste, 23 milliards. Détournement à telle banque, tant de millions. Bon, millions, milliards, tout. Donc, il faut tenir une comptabilité au jour le jour et en temps réel pour être informé de tout ce qui se passe. Et mettez en place un dispositif. Si vous voyagez beaucoup en tant qu'entrepreneur, mettez en place un dispositif. Vous avez vos tablettes de telle sorte qu'en ligne, c'est pourquoi des applications comme Odo, c'est intéressant parce que c'est des applications dans le cloud. On vous loue une partie du cloud. C'est ça qu'on appelle les applications web. C'est différent des applications où vous achetez le CD d'installation, le programme, et vous l'installez. Ça, c'est en local. Mais ce qui est dans le cloud, même si vous voyagez, c'est comme les Dropbox ou bien les Google Drive, mais vous avez les informations en temps réel. Et il faut beaucoup travailler avec les mails. C'est plus rapide. Il ne faut pas appeler le comptable et dire fais-moi une note quand même. Il faut lui faire un mail. Ou bien vous l'appelez sur WhatsApp. Vous lui dites pourquoi moi je suis à l'étranger, pourquoi cette transaction-là. Et automatiquement vous appelez le contrôle interne. Soit vous le faites individuellement si vous n'avez pas les moyens, ou bien vous le faites faire. Vous l'appelez pour lui dire prenez des mesures conservatoires le temps que je viens.
Quand vous venez, ne prenez pas de solution. C'est-à-dire, ne mettez pas en place des solutions, quoi. Donc, il faut d'abord écouter, convoquer une réunion d'urgence, écouter les faits. Sur la base des documents probants, vous prenez votre décision. Parce que vous êtes là pour prendre des décisions. Donc, l'entrepreneur, le véritable entrepreneur, c'est celui qui sait prendre des décisions. C'est celui qui sait travailler sous pression. On peut surtout les femmes mariées là, hein, arriver chez vous, le mari, il vous tape, il vous engueule, il vous insulte, mais au bureau, vous ne devez pas transmettre ce stress-là à vos agents. Si vous le faites, vous allez... Il faut savoir faire la part des choses, contenir ce qui est personnel, et vraiment créer une ambiance conviviale, comme moi je fais là, une ambiance conviviale de travail, parce que les gens sont stressés. Donc il ne faut pas venir ajouter à leur stress personnel là, le stress professionnel. Là, il y a ce que l'on appelle le burn-out. Il y en a qui vont marcher comme ça, mais en réalité, ils sont déjà morts. C'est des morts vivants. Et tout ça, ça va se traduire dans les performances. Hein. Là où c'est des commerciaux là, où ils devaient vendre 1000 par jour, mais ils vont vendre 500 par jour. Et là, vous allez vous taper sur la table, crever le plafond, tout, mais rien n'y fait. Parce que c'est scientifique. La science se base sur des faits, c'est empirique. Donc, il faut maîtriser la psychologie, il faut être le premier psychologue de l'entreprise. Il faut être le premier père ou bien la première mère. Il faut savoir écouter. Mais il y en a avant que les gens ne parlent, vous avez déjà développé. C'est pas bien. C'est pas bien. Vous êtes des esprits supérieurs. En informatique là, c'est un langage évolué que vous utilisez. Donc, ce n'est pas le langage de bas niveau là. Donc, vous êtes capable de comprendre beaucoup de choses en peu de mots. Donc, vous devez parler en dernier. Vous introduisez, vous déclinez la problématique et vous écoutez. Maintenant, il faudrait que chacun dans l'entreprise fasse son job, notamment le comptable. Parce que s'il ne fait pas bien son job, vous allez prendre des décisions sur la base de fausses informations ou d'informations incomplètes ou erronées. Là aussi, c'est tout droit dans le mur. C'est bon? J'ai beaucoup parlé, hein? Oui? Oui, allez-y. Je voulais vous demander, par exemple, une entreprise, Oui. ou bien une start-up. Bon, Oui. Je ne sais pas si je peux appeler ça une entreprise qui ne s'est pas déclarée, par exemple. C'est une entreprise. Qui ne s'est pas déclarée. Oui, c'est une entreprise informelle. Exactement. Il y a les entreprises formelles et les entreprises informelles. D'accord. Qui ne s'est pas une entreprise informelle qui mène des activités, par exemple. Oui. Sans pour autant payer des taxes, des impôts, quoi, ou des trucs. Formellement, oui. Une fois, le jour où elle veut être formalisée, par exemple, est-ce qu'il y aura des pénalités qui Bien sûr. Sont appliquées? Oui, oui, c'est des pénalités pour défaut de déclaration ou bien des pénalités pour absence de tenue de comptabilité claire, ainsi de suite. Mais détrompez-vous, hein, même si vous n'êtes pas formalisé, mais vous payez certaines taxes de manière indolore, comme la TVA, on l'appelle indolore. Parce que la TVA, quand vous achetez, ça frappe le consommateur final. Donc vous allez à la boutique, vous achetez les 118 là, mais il y a 18 de TVA que vous payez de manière indolore. Maintenant, quelle est l'utilité de vous formaliser? Ça vous permet, sur ce que vous allez facturer au client, de défalquer les 18 là que vous avez. Sinon, l'État vous dit, comme vous êtes informel, tout ce que vous collectez, vous me reversez ça en intégralité. C'est ça l'enjeu. Et l'État vous dit, vous n'avez pas le quitus parce que vous êtes informel, donc je ne vous donne pas de marché. Et vous n'allez pas me facturer comme vous voulez. C'est ça. C'est ça. Donc, dès que vous avez pris la décision d'être entrepreneur, à mon avis, première étape, il faut vous formaliser. Deuxième étape, il faut tout faire pour avoir des activités génératrices de revenus. Et troisième étape, il faut respecter les règles du jeu, dont le paiement de la fiscalité,
le reversement des charges sociales, ainsi de suite, ainsi de suite. Et l'information des actionnaires, s'il y en a d'autres. Parce qu'il y en a qui sont nommés directeur général ou gestionnaire. Ils font tout en vase clos. Même au conseil, ils maquillent les trucs. Ça aussi, c'est pas sérieux. Ça, c'est des abus de biens sociaux. Vous abusez de votre position dominante. Oui. Bon, lui, ensuite l'autre. Il nous a été dit tantôt que pour le choix d'entreprise, oui, il ne fallait pas choisir un GIE. Pourquoi? Si c'est une activité à but lucratif. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a dit ça? Parce que avec une GIE, le principe du GIE fait que l'activité ne doit pas être à but lucratif. Non, non, ça c'est... Ah, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas quel expert l'a dit, mais je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Ou bien c'est discutable. Les activités non génératrices de revenus, c'est les associations. Mais le GIE, c'est une forme d'entreprise, c'est une forme allégée d'entreprise, dont l'objectif est de faire des bénéfices. D'accord. Mais il y a beaucoup de GIE. Hein. Il y a une grosse structure qui fait de l'informatique douanière. Ça s'appelle GIE Gaindé. Ils gèrent des transactions de milliards. Et c'est un GIE. Ils payent la TVA, ils ont recruté des développeurs, ils ont recruté des commerciaux, ainsi de suite. C'est Orbus. Quand vous voyez Orbus là, ceux qui font de l'importation. Orbus, c'est eux. Lui, il connaît. Orbus, c'est eux. Ils sont sur point E là, les deux voies. Avant B6, ou bien le même immeuble que B6. Ils sont en haut, c'est un GIE. Voilà. GIE, c'est la forme primaire d'une société. Donc, personne morale. GIE. Parce que entreprise individuelle, c'est autre chose. Mais la forme primaire d'une société, c'est GIE. Ensuite, il y a les sociétés en participation. Il y a les sociétés en non collectif. Il y a les sociétés anonymes. Il y a les sociétés à responsabilité limitée. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a l'entrepreneur. Ça aussi, c'est une forme de société. Comme il dit agripreneur, il y a aussi l'entrepreneuriat. L'entrepreneur, c'est dans l'acte uniforme. Donc tous ces documents-là, il faut vous amuser à regarder et ne pas vous concentrer sur WhatsApp ou Facebook. Je vise personne. Hein. Je vise personne. Hein. C'est bon de l'autre côté, oui. Je demande, pour les entreprises individuelles, oui. Quelles sont les procédures à suivre pour être formalisées? Procédures à suivre pour être formalisées. Pour les entreprises individuelles. Là, il faut avoir le registre de commerce et le NINEA. C'est en 48 heures, hein, ou bien 72 heures, oui, à l'APEX. À l'APEX, oui. Et le montant, c'est combien? Je crois que le registre de commerce, c'est 25 000. 25 000. Carte commerçant, c'est 50 000. Bon, ça, je le connais parce que il fut des temps, je voulais partir en Europe. Donc, il fallait avoir ça. Carte commerçant, c'est 50 000. Non. Carte import-export, c'est 50 000. Ils l'ont mis les trucs dans le truc de l'APEX là. Carte import-export, si vous faites des transactions avec l'extérieur, c'est 50 000. Mais la base, c'est registre de commerce, 20-25 000. Et ensuite, le NINEA. NINEA, je ne sais pas. Hein? Oui. Le micro, allez-y. Quelqu'un qui connaît peut nous éclairer. Hein? Pour le NINEA, on peut le trouver où? À l'APEX ou bien? Tout ça, c'est l'APEX. Ils ont fait ce que l'on appelle un guichet unique. C'est obligatoire ou bien? Le bureau. Voilà, il y a le bureau de création d'entreprise. Où ça? À l'APEX. Voilà, c'est ça. Et c'est en 48 heures. Hein? Oui, maintenant ils ont allégé. 48 heures. Mais autant c'était une semaine. Des fois même ça allait jusqu'à un mois. Voilà, c'est ça. Mais c'est vite fait. Hein? Franchement, c'est vite fait. Maintenant, tout peut se faire à 30 000, 32 000. Ah, vous demandez à votre mari. Vous lui dites demain c'est Saint-Valentin. Donnez-moi, bon, 120, 75, donnez-moi 100 000. 32 000, hein? Donc 32 plus 25. Bon, disons, on fait budget prévisionnel. Vous faites 35. Non, je dis qu'ils ont réduit ça considérablement pour faire maintenant l'entreprise individuelle, les papiers là. C'est 32 000. Oui. Tout frais compris. Tout frais compris. Donc c'est bon. Ça, ils le disent, hein, d'après nos textes là.
Ça, c'est ce qu'on appelle les incompatibilités. Mais là, je prends une disponibilité. Disponibilité. Sinon, ce n'est pas compatible. C'est comme dans les départements où il y a le préfet et le comptable, le percepteur, le comptable public. Si c'est mari et femme, là aussi c'est des incompatibilités. Ou bien papa et maman, ou frère et sœur, c'est des incompatibilités. Ça nous est arrivé une fois. Parce que lui, il est ordonnateur, l'autre est comptable. Il dit, je vous ordonne à encaisser ou bien je vous ordonne à payer. Si c'est des maris et femmes, c'est la catastrophe. Ça, c'est dans les textes, ils disent que ce n'est pas bon. Les fonctionnaires ne doivent pas avoir une activité privée, entreprise. Mais je pense qu'ils ont la dérogation d'avoir des actions dans une entreprise. Donc, si vous me vendez votre projet, je peux acheter des actions. Mais actions, c'est facile. Vous achetez, vous restez chez vous. En fin d'année, vous me versez des dividendes. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'influer dans la gestion. Mais on a le droit de détenir des titres. Détenir des titres, c'est comme vous allez au marché, vous achetez quelque chose. C'est votre bien. Donc, il y a beaucoup de revenus. Quand vous êtes riche là, quand vous serez riche, je vois déjà certains qui vont être riches. D'autres seront très riches. D'autres seront riches et ensuite ils vont avoir des problèmes. Je vois aussi des dames ou des demoiselles qui vont être riches et dont l'argent va être bouffé par leur mari. Parce que nous, par défaut, notre argent est bouffé par notre femme. Question en ligne. Oui. Mais il ne faut pas vous sous-estimer. Moi, j'ai beaucoup d'estime en vous. Hein. Ah oui, demain, si vous me côtoyez là en train de marcher, fait que vous avez votre Land Rover ou votre Range Rover, là, au moins, arrêtez-vous et dites-moi bonjour et me donnez un peu de carburant. Oui, question en ligne. C'est Julien Slatier-Sarr depuis Bel Air. Depuis Bel Air. Oui. Ok. Donc là, il dit sur le plan comptable, dans le cas de plusieurs activités en entreprise, faut-il toutes les associer ou les dissocier de la comptabilité? Dans le cadre de plusieurs activités, oui. Faut-il dissocier ou associer? Oui. Toutes les activités doivent faire l'objet de reporting en comptabilité. Ça, c'est une obligation. Maintenant, est-ce que dans le cadre d'une seule entreprise, je dois mettre tous les œufs dans le même panier? Ou bien, pour chaque entreprise, je crée une entité distincte? Ça, c'est à lui de voir. S'il veut utiliser les mêmes personnes pour faire toutes les tâches, là, il crée une seule entreprise avec beaucoup de filières. Sinon, pour chaque filière, il crée une entreprise particulière. Maintenant, on peut créer des entreprises chacune autonome, ou bien on crée une holding avec des filiales. Donc c'est à lui de voir. C'est à vous de voir. Moi, ce que je lui conseille, c'est qu'au début, qu'il mette tout dans le même panier. Ça va rationaliser les dépenses. Parce que là où vous devez prendre pour la filiale numéro 1 un comptable, 2 un comptable, 3 un comptable, là vous prenez un seul comptable pour les 3 activités. Et maintenant, dans la codification comptable, vous allez dire tout ce qui est recette issue de l'activité 1, c'est vente 1, vente 2 et vente 3. Et là, vous tenez ce que l'on appelle une comptabilité par secteur. Ou bien une comptabilité analytique. C'est ça l'objet de la comptabilité analytique. Maintenant, c'est comme, par exemple, je peux donner quel exemple? Vous prenez, par exemple, Madar. Madar. Là aussi, c'est un exemple très intéressant. C'est une entreprise individuelle. Au début, ils faisaient du savon. Maintenant, ils sont dans les détergents. J'ai même vu, ils sont aussi dans les trucs en poudre. Les détergents en poudre, en liquide, omo, les pâtes, voilà, ainsi de suite. Oui, oui. Là aussi, pour les pâtes, il y a aussi l'entreprise Marabout. Non, pas Marabout. Qui?
Signal, ceux qui font Signal là, Colgate, Palmolive, Colgate, là aussi ils ont savon, ainsi de suite. Même les matelas réflexes, c'est eux. Oui. Nous on a visité parce que quand j'étais au truc là, le truc qui fait anglais là à Dakar, le truc américain là, DELC, Dakar English Language Center. Autant, il y avait les coopérants américains. Il y avait une dame très gentille et son mari c'était le directeur local de Colgate. Donc elle nous avait, dans le cadre de nos activités extra-scolaires là, elle nous avait invités à visiter l'entreprise de son mari. Et c'est là où on se rend compte que vraiment les blancs là, ils sont gentils quoi. Parce qu'on a fait la visite, il nous a montré tout le dispositif là-bas, toutes les activités. À la fin, on a tenu une séance de débrief et il nous avait préparé des cadeaux. Chacun avait son sachet de Colgate, ainsi de suite, ainsi de suite. Je voulais que vous reveniez sur comment un fonctionnaire d'État. Comment? Un fonctionnaire de l'État. De l'État, oui. Lui peut s'impliquer dans une entreprise. Mais il achète juste des actions. C'est-à-dire vous, au départ, vous dites que mon entreprise, c'est 1000 parts ou bien 1000 actions de nominal 10 000 francs. 10 000 fois 1000, ça fait combien? Donc j'ai un capital de... Capital égal 10 000 fois 1000. 10 millions, il y a un hein? Au départ, c'est une entreprise individuelle. Je vois des partenaires, dont les fonctionnaires, qui ont de l'argent, mais qui ne peuvent pas faire la gestion ou bien des activités privées. Je leur parle de mon projet et ils veulent vraiment m'appuyer et apporter de l'argent frais. Là, je dis, augmentation de capital par ouverture. Je les porte à, par exemple, 2000 actions, à 10 000. Donc, le capital, maintenant, c'est le capital prime. Ça, c'est le cas. Le capital prime, c'est 20 millions. Moi, j'apporte mon entreprise à 10 millions. Les 10 millions, c'est 2 fonctionnaires ou 3 fonctionnaires. Supposons c'est un fonctionnaire. Donc lui, il va avoir 50% du capital en apportant 10 millions. Moi, je vais avoir 50% du capital en apportant mon entreprise. Mais toutes les décisions, c'est vous qui allez le prendre. C'est-à-dire, toutes les décisions, on va le prendre ensemble dans le cadre du conseil d'administration. Mais l'exécution de ces décisions du conseil, c'est vous qui allez le faire. Par exemple, dans le principe, je peux dire, le conseil d'administration, entre nous, valide le recrutement d'un comptable. Mais les modalités, c'est à vous de le faire. Parce que moi, je ne vais pas m'occuper de détails. Et c'est vous qui allez faire le recrutement, les modalités de recrutement. Soit vous faites un appel à candidature, ou bien vous allez voir un ami, là, nos experts comptables, là, vous allez le prendre. Vous allez lui dire, je vais lui payer 100 000, 200 000. Ça, c'est vous, hein, parce que il y a des décisions il y a des décisions de gestion. Ça, c'est le gestionnaire qui le fait ou bien le DG. Et il y a des décisions du conseil, quoi. Le conseil, il définit les orientations. Et le DG exécute ces orientations. Comment je vais recruter le comptable, ça, ce n'est pas le conseil qui le gère. Mais les modèles, c'est-à-dire le fait, la décision de recruter un comptable, ça, c'est donné par le conseil. C'est bon? Maintenant, je vous déconseille d'avoir 50%. Il faut avoir au moins 51%. Pourquoi? Pour être majoritaire. Donc, lui, il aura... Donc, vous allez acheter 100 actions de plus pour avoir 1100 actions et avoir 51% du capital. C'est bon?
Parce que si vous n'êtes pas majoritaire, vous prenez une décision, je dis non. Et s'il y a un problème, on va en justice. Et la justice va trancher. C'est pourquoi dans comment dirais-je là, les rapports spéciaux du commissaire aux comptes, il y a tout ce qu'il y a comme certification sur les conventions, c'est-à-dire les prises d'intérêt directes du gestionnaire dans le cadre de l'exercice de ses fonctions par rapport à l'entreprise. C'est-à-dire, on peut être gestionnaire et avoir une société parallèle qui fournit des prestations à l'entreprise. Ça, le commissaire aux comptes doit faire un rapport spécial sur ça. Les 5 personnes les mieux rémunérées dans l'entreprise, ça, le commissaire aux comptes doit faire un rapport spécial sur ça, pour dire que vous recevez tant en année. Si vous avez une copine là, hein, que vous cachez à votre femme, vous le prenez comme secrétaire, au lieu de la rémunérer comme secrétaire, vous la rémunérez comme une directrice, ça, le conseil va, le commissaire au compte va le constater dans un rapport. Et en conseil, vous allez m'expliquer pourquoi. Maintenant, si vous avez 50% comme moi, je ne peux pas vous imposer, vous ne pouvez pas m'imposer une décision. Mais avec 51%, je dis ça, je l'ai fait et ça me plaît. Soit vous acceptez ou bien vous prenez vos affaires. Et je vous paye ce que vous avez. C'est tout. Je rachète les 49%. Il paraît qu'en cas de problème, si l'entreprise a un problème avec la banque, oui. L'actionnaire majoritaire a plus de problèmes que les autres. Non, à hauteur de 51%. Si c'est une société à responsabilité limitée. Mais si c'est une société de personnes, les sociétés en nom collectif là, si c'est une société de personnes, la banque peut saisir individuellement qui il veut, ou bien collectivement vous deux. Je peux dire que oui, lui là, avec costume cravate là, il me semble être plus crédible. Moi, je le saisis dans le cadre de l'entreprise. Ou bien je dis, ah, lui c'est vrai qu'il porte les cravates, mais le gars là, avec t-shirt là, il est le plus crédible. Moi, je le saisis individuellement. Ou bien je dis, je vais saisir les deux. Et quand je saisis les deux, c'est chacun à hauteur de son apport. C'est ça qu'on appelle les décisions collectives, quoi. Ou bien la responsabilité collective, ou bien individuelle. Donc, vous voyez, l'entreprise, c'est extraordinaire. C'est très intéressant. Oui? Bon, je voudrais savoir si l'entreprise peut ouvrir son capital sans être cotée en bourse. Bien sûr. Oui, oui. C'est-à-dire, les entreprises cotées en bourse, c'est les sociétés anonymes qui ont un certain niveau de capital. Donc, quand on a un certain niveau de capital, la loi, ou bien l'acte uniforme, la réglementation de l'Union, parce que là, je ne raisonne pas Sénégal, c'est tout l'UEMOA, vous dit qu'il faut nécessairement être coté en bourse. Et il faut avoir un PDG et un AG, ou bien un PDG et un DG. Ça, c'est des trucs. Donc, vous le verrez dans le cours, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais vous le verrez avec l'expert qui fera l'exposé sur ça. Ça aussi, c'est important. Hein? Le choix, tout à l'heure, il dit, oui, j'ai un truc, mais ça, si c'est ça, tout le monde va créer un GIE. Hein? Non, tout le monde ne va pas créer les GIE. Les GIE, c'est bien quand on démarre. Mais quand on veut faire du sérieux pur et dur, il faut muter ça en société. En société au vrai sens du terme, quoi. C'est ça. Moi, si je devais créer une activité, je commence par un GIE. Wow. Et Dieu sait, est-ce que j'en ai même pas ça? Hein? Oui. Voilà, il y a la dame là. Nous, on est galant. Hein? La dame d'abord, ensuite vous. Oui. Je voulais savoir si... Posez vos questions. Aujourd'hui, c'est libre. Demain, on accélère. Inch'Allah. Si la contribution globale unique vient des salaires, les 5% des salaires. Non, en fait, quand vous payez la contribution globale unique, ça ne vous exclut pas, si vous êtes entreprise, de payer les 5% au truc. La contribution globale unique est valable pour vous, en tant que personne physique. Maintenant, si c'est vous, personne physique même, qui faites la prestation,
Malgré ça, il faut vous précompter les 5%. Parce que c'est un acompte sur la CGU que vous avez payé. C'est ça. Ou bien je vais vérifier, parce que si c'est la TVA, vous ne devez pas facturer la TVA. Donc, je mets votre question en suspens. Et quand on fera la CGU, on va lister les 6 impôts que ça paye. Et si l'IR est dedans, on ne doit pas vous facturer l'IR. Maintenant, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que quand on est à la CGU, en tant que personne physique, on est assujetti à la déclaration. Et maintenant, est-ce qu'on va déclarer l'impôt sur le revenu? Ça, je peux demander à mes collègues des impôts et vous revenir. Il y a M. Dien qui va faire le cours sur tout ce qui est les aspects juridiques et fiscaux des entreprises. C'est ça. Ça, vous lui reposez, mais moi, parallèlement, je vais essayer de me renseigner. Ça sera juste après ce module-là. Excellent. Donc, c'est bon. Vous êtes gâtés, hein? Oui? C'est bon? Oui? Des fois, on va dans une entreprise ou bien dans une société, un RAF, c'est-à-dire un responsable administratif et financier et un comptable. Oui. Et je voulais savoir pourquoi et comment se fait la répartition des tâches. Voilà. Donc là, l'exemple le plus patent, c'est les entreprises publiques. Il parle de, par exemple, vous prenez l'hôpital principal. Il y a ce que l'on appelle le service administratif et financier, le SAF. C'est le responsable administratif et financier. Et nous, tout ce qui relève du DG, nous, on le prend comme des tâches administratives. Même si c'est des opérations à incidence financière, on va dire RAF, mais c'est des tâches administratives. Par exemple, préparer l'ordre de paiement à adresser au comptable pour le paiement. Est-ce que donc, le terme financier là, mais c'est en matière de tâches administratives. Mais tout ce qui est opération à incidence immédiate, en trésorerie ou bien en finance, ça c'est le rôle du comptable. D'abord, en termes d'encaissement et de décaissement, et ensuite en termes de tenue des comptes, conformément au CISCOA. Donc c'est au comptable de faire les états financiers chez nous. Et c'est au RAF de faire le compte administratif de l'ordonnateur, qui va être rapproché avec les états financiers. Mais dans le privé, bon, ça ne se perçoit pas beaucoup, quoi. Donc la chance que j'ai, c'est d'avoir fait le privé et ensuite le public, quoi. Donc là, je peux dire, voilà la part des choses. Mais quelqu'un qui connaît que le privé, lui, quand on lui dit ordonnateur, il raconte des bobards. L'ordonnateur n'est rien d'autre que le patron qui dit paye ou bien encaisse. Est-ce que ce qui est bizarre dans le privé, c'est que l'entrepreneur qui est propriétaire de l'entreprise, lui, il a la possibilité de signer, alors qu'au niveau de l'État, pour faire une séparation de rôle, on dit que c'est le comptable qui signe. Et vous ne pouvez rien lui imposer si ce que vous lui ordonnez là n'est pas réglementaire. C'est ça qu'on appelle la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable. Mais dans le privé, c'est confondu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si au départ, vous n'avez pas les moyens de recruter un comptable, mais vous pouvez tenir votre propre comptabilité. Maintenant, c'est des logiciels. Faites un bon paramétrage et vous émettez vos chèques, et ainsi de suite. Si c'est une tâche maintenant vraiment qui est devenue encombrante, mais vous recrutez un comptable. Les gens-là, d'abord, ils recrutent un stagiaire, ensuite une stagiaire, ensuite ils lui font un contrat. Il ne faut pas abuser des stagiaires là. Hein. Ah oui, ils peuvent vous amener à l'inspection du travail. Il y en a qui vont vraiment abuser beaucoup, quoi. C'est pas bien, quoi. Si vous avez vraiment de l'argent, il faut partager, quoi. Mais prendre l'argent et tout mettre dans sa poche et ensuite vouloir dormir tranquillement, ça me pose problème, hein? Hein? Même l'État qui prend nous donne des salaires et paye les bourses. Vous êtes unité économique et vous voulez rien faire sortir. La flèche là, elle ne rentre pas. Hein? Ça rentre, mais ça ne sort pas. Mais après, ça va créer des ballonnements. Hein? Ah oui. Le stock, il doit être renouvelé. Le stock d'argent.
Il doit être renouvelé. Mais un stock statique là, il n'est pas dynamique. C'est pas bon. C'est pas bon. Il n'y a même pas de baraka. C'est pas bon. Il y en a qui gagnent 1 million ou bien 1 milliard, ils donnent juste 100 000 francs à leur employé là. C'est pas bien. Même dans la comptabilité, ils ont créé une sorte de gratification en fin d'année. Quand les comptes sont bons, vous avez payé les salaires, tout le monde est content, vous avez reversé les IPRES, caisses de sécurité là. En fin d'année, il y a ce que l'on appelle participation des travailleurs au fruit de l'expansion. Après avoir calculé l'impôt. C'est des recettes c'est des dépenses exceptionnelles. Il y a des entreprises comme Sonatel, eux, ils vous vendent des actions. Vous êtes actionnaire de l'entreprise, mais bon, avec un petit pourcentage, mais quand même, en fin d'année, ça vous donne droit à des dividendes. Il y a des entreprises qui ont pris des fonds communs de placement. Par exemple, il a parlé tout à l'heure d'emprunt obligataire là. Ils vont dire, fonds commun, c'est un panier de titres. Ils vont mettre dedans des obligations, des dépôts à terme, tout ce qui procure de l'argent. Et ils vont essayer d'équilibrer des titres d'État et des titres privés. Maintenant, les revenus que ces titres procurent là, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle un fonds commun de placement. Et on va vous dire, pour acheter ces titres-là, mettez 1 million. Ou bien, l'entreprise cotise pour vous 1 million. En fin d'année, quand il y a des dividendes à payer, automatiquement, ils vous le versent dans votre fonds commun. Et ça devient, c'est des intérêts composés. Il y a des intérêts simples et des intérêts composés. Et même des structures comme CGF Bourse, je ne fais pas leur pub, ils ont mis en place des gaps. Et sur la base de votre compte, vous pouvez retirer l'argent comme un compte bancaire. Et à ce moment-là, ils recalculent les intérêts. Donc il y a beaucoup de moyens pour se faire de l'argent. Il y a d'autres, des collègues, et même des entreprises ou bien des personnes, des partenaires, des particuliers, mais ils achètent des bons du trésor. Ils vont au trésor, ils achètent des bons du trésor et on leur paye des intérêts chaque année. L'argent là, ce n'est pas juste l'entreprise. Il y a les valeurs mobilières. C'est les revenus de valeurs mobilières. C'est les actions, les obligations, les bons du trésor, les bons de caisse, les créances. Il y a ce que l'on appelle les revenus de créances, dépôts et consignations. Normalement, les dépôts de Sénélec, eau, électricité, ça, on devait avoir quelque chose comme intérêt. Quand l'État l'a vu, ils ont créé la caisse de dépôts et consignations. Et ils ont dit, Sénélec, Sonatel, versez ces dépôts là-bas, on va les fructifier pour l'intérêt général. Parce que ça reste dans l'entreprise, mais vous ne donnez rien en retour aux consommateurs. C'est ça qui a créé la caisse des dépôts. Les Français, ils ont eu cette idée de génie en 1805 ou 6. Nous, on a attendu jusqu'en 2006 pour créer ça. Oui? Question en ligne. Il y a Mamadou Lamine Sissé, qui est depuis Dakar. Donc, qui pose sa question, il dit, est-ce qu'une entreprise de production d'eau minérale peut être une GIE? Bien sûr. Mais ça, le GIE, c'est une forme d'entreprise allégée. Et moi, je le répète, je vous conseille en tant qu'entrepreneur qui n'a pas encore l'expérience de démarrer avec un GIE. Ça, celui qui vous dit le contraire, vous lui dites ici de venir, ou bien moi je vais le voir, on va débattre sur ça. C'est tout. Et les entreprises, on peut changer les formes. Donc vous le verrez avec le cours qui va suivre. Il va vous dire que vous pouvez quitter le GIE pour créer une SA. Vous pouvez quitter une SARL pour créer une SA. Mais vous ne pouvez pas être SA et revenir à être GIE. Il y a une marge de progression à faire. Maintenant, si vous jouez la carte de la prudence, vous êtes vous faites de la production d'eau minérale, mais au départ, regardez les trucs sachets là, la plupart du temps, c'est des GIE. Parce que sur la facture, on vous impose de mettre la forme de société. Donc vous allez mettre GIE Gaindé, ou bien GIE Sen-Eau, ou le GIE Ndokh. J'ai un ami, il est sérère, c'est GIE Fofi. Les sérères vont comprendre. Fofi, c'est eau.
Bon, je ne sais pas quel type c'est serré, doute ou ça fait, non? Bon, autre question. On progresse? Oui, au fond. Micro d'abord. Ça, l'administration du PSEJ nous impose parce qu'il y a ceux qui sont en ligne qui voudraient participer au débat et entendre. Oui. Alors, je disais tout à l'heure, je voudrais savoir, dans le cas où l'entreprise a déjà son INEA et son registre de commerce, oui. Maintenant, il n'a pas encore fait la déclaration de suspension d'activité. Oui. Mais en même temps, il a une filiale. Mais la filiale a commencé ses activités. Est-ce que dans ce cas-là, il doit ne pas se déclarer en suspension d'activité, sachant que l'activité mère, l'entreprise mère n'a pas encore démarré, ou comment il doit procéder? Ah, ça c'est compliqué. Comment on peut être entreprise mère, ne pas démarrer et que la filiale fasse mieux que vous? C'est dans le cas où l'entreprise mère, les ressources peuvent être... L'objet, quoi. Oui. Okay. Ça peut être lourd comme financement. Or, la filiale peut démarrer sans pour autant qu'il y ait assez de ressources ou bien assez d'argent à mettre Ok. Ah, là, tel que je le conçois, chaque entreprise a son acte d'identification. Donc, on déclare par activité. C'est tout. Parce que c'est deux entités distinctes. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est filiale qu'on est dans l'entreprise truc. Parce qu'on a juste des lignées de parenté. Mais en matière d'activité, chacun a son activité autonome. Donc chaque entreprise doit déclarer. De l'entreprise doit être déclarée. Non, c'est-à-dire, quand vous créez l'entreprise, que ce soit la mère ou la filiale, le fisc considère que vous avez créé pour démarrer et qu'effectivement vous avez démarré. Mais si vous ne faites pas entendre, le fisc va toujours considérer que l'activité se déroule normalement. Donc ce que je propose pour l'activité mère là, il faut déclarer une suspension. Parce que ce n'est pas parce que la société mère va disparaître que la filiale va aussi disparaître. Hein? Oui. Dans le cadre d'un GIE, si vous n'avez pas démarré l'activité... C'est bon d'abord, c'est bon. Hein? Si vous n'êtes pas satisfait, vous reprenez la parole, il n'y a pas de problème. On est là pour échanger. Je ne suis pas là pour vous imposer ce que je pense, je suis là pour qu'on échange. En réalité, ce que vous pensez, c'est plus important que ce que je vous dis. Voilà. Tantôt vous avez dit... Donc il faut être convaincu. Ok. Tantôt vous avez dit qu'ils se font des milliards, c'est parce qu'ils ont les moyens technologiques. Ah bien sûr. Ah, mais ça, c'est Dieu qui l'a fait. Hein. Si les États-Unis sont la première puissance et que la Chine aussi, ils se permettent de venir chez nous acheter l'arachide là, alors qu'on a Sonacos qui peine à avoir des graines. Mais ça, c'est le Dieu, c'est Allah qui l'a fait, hein. Nous on n'y peut rien. Mais donc, mais si certains sont riches et d'autres pauvres, okay, on n'y peut rien. Voilà, c'est discutable. Parce que eux, chez eux là, ils travaillent. Vous donnez rendez-vous à un Chinois ou bien à un Américain, 8h pile, à 7h55, il est là. Mais vous donnez rendez-vous à un fonctionnaire comme moi, à 9h. À 9h30, il se pointe. Et après, vous allez dire que oui, moi, je suis plus méritant que lui. Non, ils sont plus méritants que nous parce qu'eux, ils respectent les gens, de un. Et ensuite, dans ces pays-là, ils respectent la valeur travail. Donc vous êtes entrepreneur, vous vous plaignez pour le moment parce que vous n'avez pas vu l'argent, mais demain, si vous voyez l'argent, vous allez presque faire comme eux. Parce que ce qui vous motivera, c'est le profit à tous les prix. Maintenant, quand on respecte les travailleurs vraiment comme en Europe, là, ça crée de la richesse, ça crée de la valeur, ça booste l'économie et ça crée le développement. C'est ça la contrepartie. Donc, est-ce que ce ne serait pas à l'État de revisiter la convention agricole parce que ça date de 1962?
Mais ça, il faut le susciter. Est-ce que vous avez une structure ou bien est-ce que vous avez une organisation qui attire l'attention du ministère de l'Agriculture pour pouvoir revisiter cette convention-là? Ça, il faut voir. Ça, il faut voir. C'est bon? Donc, je suis là pour répondre à votre question. C'est ça mon job. Bon, si vous ne posez pas de questions ou bien si vous faites les timides, là, bon, c'est votre affaire. Hein? Bon, je disais, dans le cadre d'un GIE, si vous n'avez pas démarré votre activité, se demande là où déposer la déclaration de suspension d'impôt. Je crois que c'est le centre fiscal du ressort. C'est-à-dire quand vous créez une entreprise, vous avez le domicile, le siège. Maintenant, le centre fiscal dont dépend le siège, c'est là où il faut déposer. Si vous êtes à Derklé, donc il faut déposer à Bourguiba. C'est ça. Maintenant, ça c'est en fonction du lieu géographique. Maintenant, il y a des types de sociétés. Si vous êtes PME, vous déposez au centre des petites et moyennes entreprises. Si vous êtes grande entreprise, vous déposez à la direction générale des entreprises, à la direction des grandes entreprises. Vous allez écrire une lettre administrative pour ça? Bien sûr, lettre que ça. Ouais, ouais. C'est ça seulement? Oui, maintenant, vous vous rapprochez d'eux, ils vont vous dire comment faire. Si c'est des formulaires en ligne, vous allez le faire. Si c'est des formulaires papier, vous allez remplir et tout, déposer. Mais surtout, il faut recueillir la décharge. Ils vont mettre un cachet avec la date. C'est ça qui va vous tirer d'affaire. Ou bien vous faire des circonstances atténuantes. Mais si vous n'avez aucune preuve et que vous voulez attaquer, mais vous n'aurez rien. C'est comme un Sadio Mané qui veut marquer des buts avec des pieds nus. Dans un terrain gazonné. Quand même. Il faut avoir des chaussures. Wow. Mon fils là me disait les chaussures avec les trucs là. Sorte de chaussettes là. J'ai oublié le nom là. Hein? Il y a des crampons là avec j'ai oublié le nom là. Hein? Avec des chevillières là. Ça existe, hein? C'est ce que portent les gars là. Les CR7 là. C'est pourquoi il faut faire 2 mètres et mettre la tête pour faire entrer le but. Hein? Donc si vous vous sentez capable là, on va à côté là. Et je vais vous montrer, moi je joue latéral. Demain, si vous voulez, après le cours là, on va là-bas. Et on met l'argent sur la table. Il l'appelle gain the money. Hein? Hein? Ah, mais vous me voyez parler depuis lors là, moi j'en respire. Hein. Parce que les week-ends, il faut faire du sport. Hein. Dans certaines structures là, il y a des entreprises là. Il y en a même, j'ai vu une structure où ils font du yoga pour leurs salariés, leurs employés. C'est ça. C'est ça. En tout cas, moi, ce que je vous conseille en tant qu'entrepreneur, si vous avez décroché ou déniché la perle rare, il faut bien s'en occuper. Parce que vous le payez bien ou mal, il va avoir de la valeur ajoutée. Il va augmenter ses connaissances. Il va être indispensable pour l'entreprise. Parce qu'on ne peut pas créer une entreprise et gérer ça seul. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et là, si vous ne le motivez pas, le jour où il va partir, c'est vous qui perdez. Même s'il quitte pour chômer, c'est vous qui perdez. Oui. Donc, c'est comme au foot. Il faut faire un bon coaching. Un bon casting d'abord. Et ensuite, il faut faire un bon coaching. Coaching, c'est motiver. Si vous avez les possibilités là, en relation avec les structures qui donnent des terrains ou bien des maisons, mais donnez-lui. Vous lui dites, il faut savoir le retenir. Vous lui dites, la maison c'est 100. Je mets les 75 et vous apportez les 25. Mais vous ne quittez pas l'entreprise, vous ne payez pas les 25. Et ces 25 là, vous lui créez une indemnité. Sur 10 ans, 15 ans, vous lui dites chaque 25 ans, chaque année, je prends un. Et si vous quittez entre-temps, je prends tout.
Mais les banques là, c'est ce qui sont dans les banques, mais ils sont morts. Ils ont pré-Tabaski, pré-Saint-Valentin, pré-Korité, pré-ouverture, hein, pré-véhicule. Il y a même des structures qui font car plan. C'est-à-dire la structure apporte X%, vous apportez Y%. On met le véhicule à ton nom. Mais vous ne quittez pas tant que vous n'avez pas fini vos engagements. Même nous, fonctionnaires, quand on accède au concours public, là, on signe un engagement à servir l'État. Hein. C'est 20 ans. Bon, d'ici 20 ans, je ne peux pas quitter. Même les boursiers là, comment ils s'appellent? Les boursiers là. Quand vous avez une bourse, les boursiers là, il n'y a pas de boursier ici. Mais vous signez l'engagement 15 ans. Quinquennat, 15 ans. Vous signez, oui. Moi, j'avais signé. Moi, je suis devenu fonctionnaire. Non, vous signez, oui. Vous signez à servir l'État. Oui, oui. Ok, hein? C'est comme ça. Oui. Bonjour. Bon, il y a d'abord au fond, parce que l'autre côté là, ils vont dire que c'est pas équilibré, ensuite vous. Hein. Oui. Oui. C'est bon, dans 30 minutes on termine. Moi, je ne me fatigue pas. Oui. Et puis, je vais me taper encore 2 heures à l'année. Oui. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est par rapport au choix de l'entreprise. Choix de l'entreprise, oui. GIE et SUAR, SARL. Oui. Par exemple, pour le GIE, vous avez dit que c'est le choix le plus adapté. Pour une non, le plus léger. Le plus léger pour une petite entreprise. Oui. Mais si on veut passer de GIE à SARL, oui. Donc il y a des pénalités. Par exemple, si le GIE est à but commercial. Oui. Et bon, je me pose la question de savoir s'il faut supporter les pénalités et choisir GIE ou bien on choisit directement SARL. Non, ce n'est pas des pénalités, c'est des droits de mutation. C'est des droits de mutation, quoi. Donc il n'y a pas de pénalité? Non, il n'y a pas de pénalité. C'est des droits de mutation. C'est-à-dire vous changez de statut, il faut payer des droits. C'est tout. Mais si vous voulez, vous démarrez directement avec les sur. Mais c'est que c'est des sociétés. Donc il faut respecter un certain formalisme. Donc la tenue de la comptabilité, elle est obligatoire quand on est société. Alors que quand on est GIE, c'est-à-dire la tenue de la comptabilité avec rigueur là, ça on peut se limiter à un simple état de recettes et de dépenses. C'est le système minimal de trésorerie. Alors qu'en comptabilité, il faut des états financiers normalisés. Même si c'est SMST, il faut avoir des qui... C'est compliqué quoi. C'est compliqué. Mais là, peut-être l'expert qui va faire le cours sur les formes de société, là, il faut lui dire. Oui. On sait ici. Oui. C'est bon. Ah, comme on est galant, d'abord elle. Faut pas oublier la question. Hein. Bon, je voudrais savoir s'il est permis à 2 personnes d'une même famille, par exemple frère et sœur, où l'un pratique la production de l'eau minérale et l'autre des fruits, pour qu'ils puissent s'unir pour ouvrir une seule entreprise, mais dans l'entreprise, il y aura 2 productions différentes. Réponse, je pose votre question pertinente à l'assistance et quelqu'un pour répondre, pour m'aider à la réponse, quoi. Pour ceux qui ont compris. Je pense qu'ils peuvent finir et créer un SARL facilement. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire l'entreprise aussi, elle est froide comme l'État. L'entreprise ne connaît pas les liens de parenté. On peut être mari et femme. On s'associe pour créer une entreprise. La preuve, dans certains pays, là, les revenus sont unis. C'est-à-dire vous avez un seul compte bancaire. C'est le compte bancaire du ménage. Autant la fiscalité raisonnait en termes de ménage. Mais maintenant, la fiscalité raisonne en termes individuels. C'est pourquoi maintenant, les femmes, il y a l'égalité fiscale, il y a la parité fiscale. Les femmes payent les mêmes impôts que les hommes. Mais autant,
c'est le père de famille qui supporte les charges familiales, dont les impôts. Donc ici aussi, vous pouvez créer, quels que soient vos liens de parenté, créer une seule entité. Mais vous allez subir le formalisme sociétaire ou bien sociétal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut tenir des réunions de décision. C'est ça qu'on appelle les conseils d'administration. Il faut prendre les décisions et si chacun doit gérer son activité, il faut que chacun applique son activité. Et il faut une visibilité sur le déroulement de l'activité. De telle sorte qu'en fin d'année, qu'on puisse dire que activité 1, tant de bénéfices, activité 2, perte. Mais bénéfice plus presse, on s'en sort avec un bénéfice net de temps. Et maintenant, celui qui a fait la perte là, pourquoi? Et c'est là où c'est important de tenir des réunions. La perte, on doit l'analyser et trouver des solutions. Et la loi vous dit, si les pertes là sont cumulées pendant pour plus de la moitié du capital, là il faut dissoudre la société. Il faut faire convoquer en session extraordinaire le conseil et décider de la survie ou bien de la dissolution. Maintenant, en termes de survie, on peut recapitaliser, apporter de l'argent frais, ainsi de suite, s'associer avec d'autres, diminuer certains, réduire le capital, tout ça c'est possible. L'entreprise n'est pas figée dans sa forme. Oui. Donc en fait, tantôt vous nous disiez que vous nous conseillez donc quand on n'a pas encore d'expérience, de commencer en GIE. Oui. Et comment doit se comporter donc la personne quand il est seul dans son entreprise pour le début, pour créer donc un GIE? Bon, c'est-à-dire GIE, c'est qu'on s'associe nécessairement avec quelqu'un d'autre. Donc il faut au moins 2 personnes. Au moins 2, oui. Alors qu'entreprise individuelle, on est unique. Là, vous restez toujours dans l'entreprise individuelle. Donc ça veut dire que le conseil, il s'applique si vous voulez créer une personne morale au vrai sens du terme, de créer un GIE. Mais si c'est une personne physique, vous restez entreprise individuelle ou bien personne commerçante. C'est tout. Parce que par exemple, ça, vous allez le sentir au niveau du régime fiscal. Par exemple, les entreprises individuelles, c'est eux qui sont assujettis à la contribution globale unique. S'ils ont des transactions commerciales. Mais si c'est des transactions foncières, ça s'appelle contribution globale foncière, CGF. Quand vous avez vos terrains ou bien vos immeubles, vous louez, ça c'est une contribution globale foncière. C'est des revenus fonciers. Oui. Est-ce que pour une GIE, par exemple, est-ce que c'est obligatoire d'avoir une adresse physique Bien sûr. Oui. L'entreprise, dans l'espace UEMOA, doit avoir un nom commercial et une adresse. Et un identifiant. Ça, c'est une obligation. Sinon, vous n'êtes pas entreprise. Nous, dans le public, on l'appelle entreprise de fait. Question en ligne ensuite vous. C'est toujours Aaron Nadef qui est au Maroc. Oui, le Marocain. Il faut nous envoyer des babouches là. Donc là, il dit, pour les GIE, est-ce que c'est facile d'avoir des prêts au niveau des banques sans problème? Mais bien sûr. Même quand on est personne physique, c'est facile d'avoir un prêt, si on respecte les procédures. Même les boutiquiers, ils se débrouillent pour avoir des prêts à la banque. L'essentiel, c'est de tisser des liens très forts avec votre banquier. Ça aussi, vraiment, faut pas vous considérer comme un ennemi du banquier. Quand vous l'appelez, à la limite, vous lui manquez de respect et trucs. Le banquier, il y a beaucoup de banquiers. Par exemple, récemment, dans l'actualité, on a vu dans la presse le départ à la retraite de Oumar Mbodj, l'ancien DG de Banque islamique, de la Banque islamique. Lui, à l'origine, il était à la EGBS. Il a accompagné pas mal, ils l'ont même mis dans l'article, il a accompagné pas mal d'entrepreneurs. Au début, il faut tisser de vraies relations, avec, de confiance même, avec le banquier. On vous donne un prêt,
il faut rembourser. Ensuite, au départ, vous prenez 1 million, surtout avec les structures financières décentralisées, là, les crédits mutuels, ainsi de suite. Vous prenez, après vous êtes en situation d'impasse. Ça, c'est pas bien. Donc, il faut mesurer le besoin et les capacités de remboursement et vous prenez dans un premier temps. Si vous prenez 1 million au départ ou bien 500 000, vous remboursez dans les délais sans incident. Mais quand vous demandez 1 million, on va vous donner. Ensuite, c'est par graduation. Ceux qui font agriculture là, mais au lieu de prendre pour beaucoup d'années ou bien plusieurs activités, mais prenez pour une campagne. La banque a un produit qu'on appelle crédit de campagne. Vous évaluez la campagne agricole. J'ai besoin de tant d'intrants, tant de semences, tant de nyama-nyama. Mais vous faites la somme, ça vous donne 1 million. Mais demandez 1 million. Pourquoi demander 10 millions? Après, vous allez prendre une seconde épouse, acheter un véhicule. Hein? C'est pas bien. Et quand on vous donne l'argent, un emprunt, il faut investir. L'emprunt, c'est pour investir parce que c'est du haut de bilan. Mais l'emprunt, c'est pas pour repeindre la maison, prendre une seconde épouse. C'est pas bien. Surtout quand la première là, elle est jalouse. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc l'emprunt, c'est pour du long terme. Parce que c'est des ressources longues qui doivent financer des emplois longs. Vous prenez un emprunt pour acheter un véhicule de livraison. Là, je suis d'accord. Vous prenez un emprunt pour acheter un bien immobilier, c'est-à-dire un bâtiment ou bien un terrain. Là, je suis d'accord. Vous prenez un emprunt pour acheter des titres de participation. Là, je suis d'accord. Mais vous ne prenez pas un emprunt pour financer le cycle d'exploitation. Ça, vous allez voir le fournisseur pour financer le cycle d'exploitation. Vous lui dites, accordez-moi un crédit de court terme. Je prends, comme chez le boutiquier, je prends à la fin du mois, je paye. C'est ça qu'on appelle financer le court terme, par crédit fournisseur. Mais si je veux investir, comme l'État l'a investi dans le terre, donc l'État a eu recours à des emprunts de long terme, obligataires. Mais l'État ne va pas recourir à des emprunts de long terme obligataires pour financer du fonctionnement, comme payer les salaires, ainsi de suite. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et ça, on le verra en analyse financière. Très simple. Très simple, le BABA. C'est bon? Juste une question en ligne, la dernière. Oui, dernière question en ligne. Ensuite, on prend 2 ou 3 questions. On tire le bilan de la journée et je vous libère. D'accord. Donc, ça a été posé par Abdoulaye Ba. Ah, ça c'est mon oncle. Hein? Oui. Mon oncle s'appelle Abdoulaye Ba. Oui. Il voulait savoir si une entreprise est en règle et qui n'a pas d'activité ou n'a pas de revenus, est-ce qu'il va payer les impôts? C'est ça? Oui, c'est ça. Ah, s'il ne fait pas de déclaration de suspension, il doit payer. Maintenant, le paiement de l'impôt, il est volontaire. Jusqu'à ce que les gens se déplacent. Et quand ils se déplacent, ça va faire mal. Donc, ce que je le conseille, si vraiment il n'y a pas d'activité, il n'a qu'à faire des déclarations en néant. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en activité qu'il faut faire une déclaration de suspension d'activité. Non. Vous pouvez faire des déclarations d'impôt, mais en néant. TVA, j'ai rien. Surtout que maintenant, la déclaration, elle est en ligne, par e-tax. Donc, vous entrez dans le site impotetdomaine.gouv.sn. Vous allez voir là-bas, e-tax, e-tax. Mais à ce moment-là, ou bien vous recherchez Impôt et Domaine Sénégal dans leur site. Mais il y a e-tax. Vous vous enrôlez sur e-tax, on vous donne un nom d'utilisateur et un mot de passe, et ça vous donne l'autorisation de faire des déclarations mensuelles en ligne. En fin d'année, vous faites une déclaration en ligne au néant. Vous ne payez rien et vous ne serez jamais inquiété par le fisc. Mais si vous ouvrez, vous dites rien en personne, nous on considère que vous nous cachez des choses. Et si par malheur vous cachez, on va voir les informations au niveau de la banque.
Et on va voir les informations au niveau de vos partenaires. Notamment les fournisseurs qui font leur déclaration, ils mettent les NINEA de ceux avec qui ils ont eu des transactions dans le mois. Et on a des systèmes informatiques qui vont dire que tel NINEA qui a dit qu'il n'a rien fait, ou bien qu'il n'a jamais déclaré, il a eu tel revenu. Et automatiquement, on vous pince. Parce que le NINEA, il est unique. Il n'y a pas de deux NINEA. Et si par malheur, vous déclarez une faillite frauduleuse, on peut vous mettre en prison pour banqueroute frauduleuse. Il y en a qui le font. Ils créent un truc, ils ont un gros marché, 100 millions ou 200 millions. Ils créent l'entreprise juste pour cette activité-là. Ils ne déclarent pas, ils empochent l'argent, ils ne déclarent pas, ils déclarent une faillite. Là, avant de valider ça, on regarde. Il faut juste faire une requête sur le NINEA. Même les marchés publics, il faut juste faire une requête sur le NINEA et tout sort. Et demain, ce n'est pas encore le cas au Sénégal, mais dans les pays développés, ils ont unifié la base de référence des contribuables. Personne physique comme personne morale. Ce qui fait qu'on a une base de données unique, au lieu d'avoir base de données impôts, base de données douane, base de données trésor. Ils ont une base de données fichier des cartes d'identité DAF. Ils ont un fichier unique, un référentiel unique. Et au Sénégal, on travaille sur ça. Le jour où on l'aura, on saura que responsable de classe, carte d'identité tel, il a telle entreprise. Ça, c'est le NINEA unifié. Et maintenant, quand il y aura une seule porte d'entrée, et toutes les structures qui ont besoin de faire des requêtes vont puiser à cette structure-là. Et demain, quand on mettra en place le nouveau dispositif comptable là, de l'État, les NINEA, on va les récupérer directement de ce système-là. Et le jour où on doit vous payer des impôts, votre prestation, en tant que fournisseur, et que derrière vous avez des impôts, on vous précompte. Et on vous paye le net. Vous gagnez parce que vous avez payé 2 fois vos impôts et on vous a payé votre prestation. Parce que l'État, pour être, comment dirais-je, prestataire ou fournisseur de l'État, il ne faut rien devoir à l'État. Oui, parce que l'État paye bien. Il ne faut rien devoir à l'État. Si vous devez quelque chose, avant d'avoir le quitus fiscal, vous allez baver. Parce que parmi les impôts directs, il y a ce que l'on appelle la patente là, qui s'appelle maintenant contribution économique locale. Valeur ajoutée ou valeur locative. Ça, on précompte d'office. Tout ça, on le verra après dans le cours. Dernière question. Monsieur. Oui. Oui. En fait, je veux savoir, je vois à travers les médias, chaque fois on parle comme national, comme international des sociétés d'écran. Sociétés d'écran, c'est fictif. Bon, tel que je le comprends, hein, c'est des sociétés fictives. C'est-à-dire, société, c'est quoi? Sur le papier, ça existe, mais en réalité, ça n'existe pas. C'est juste pour faire une transaction spécifique et partir. Ou bien juste créer cette société pour avoir les papiers, pour faire autre chose. C'est tout. Par exemple, les sociétés qui font du blanchiment d'argent. Hein? Blanchiment de capitaux. Hein? Ils vont créer la société. Là où les marchandises, là, on les vend à 100, eux, ils le vendent à 10. C'est juste pour cacher quelque chose. C'est tout. Maintenant, ils font tout pour être conformes à la législation et la réglementation locale. Mais à l'extérieur, ils ont des problèmes. C'est ça qu'on appelle écran. Pour cacher quoi. Ou bien, moi, je suis fonctionnaire. Je ne veux pas qu'on m'identifie comme un gestionnaire privé. Je crée une société écran. Avec ma femme. Je mets la société au nom de ma femme, mais en réalité, le véritable gestionnaire, c'est moi. Mais maintenant, si l'État maintenant soit... Il y en a 8 ans. Est-ce qu'il y aura des sanctions ou des pénalités? Si l'État arrive à l'autre savoir, à être au courant de ça? Oui. Ah, si vous n'êtes pas en règle par rapport au fisc,
Parce que l'État, il faudra vous sanctionner que par rapport à ce que vous lui devez. Si par rapport à la fiscalité, vous n'êtes pas en règle, par rapport au régime social, vous n'êtes pas en règle, c'est-à-dire vous lésez les travailleurs et les organismes sociaux, là, l'État va vous pénaliser. Et ils ont une structure qui ne fait que ça, vérifier si les entreprises sont en règle sur le plan fiscal, non, sur le plan social. C'est l'inspection du travail. On l'appelle inspection du travail et de la sécurité sociale. Si vous n'êtes pas en règle sur le plan fiscal, ça c'est détecté par, il y a une brigade de vérification. Si c'est des transactions douanières à la douane, si c'est des transactions fiscales aux impôts. Ça, ils vont vous détecter. Maintenant, si vous entreprenez des activités spécifiques, comme qui doivent empiéter sur le bon déroulement des... soit qui ont un trait avec l'hygiène ou bien l'environnement, il y a le ministère de l'Environnement ou bien le ministère de l'Hygiène, ils vont venir vérifier et si vous avez des problèmes, ils vont vous pénaliser. Par exemple, quand vous vendez des aliments, première consommation, et puis denrées périssables, comme la viande, et ainsi de suite, le ministère de l'Hygiène et de l'Action sociale va venir vous vérifier. Et si vous n'êtes pas en règle, par exemple, vous vendez le truc là, il n'y a pas de sachet, il n'y a rien, et les mouches sont là-dedans. Là, ils vont vous faire des pénalités. C'est bon? Oui. Impression en 1 minute, oui? Ce qu'il faut changer pour demain, avant d'attaquer le vif, demain même c'est chapeau de roue. Oui? Formalité pour la création d'un cabinet de consultance, si vous pouvez... Mais cabinet de consultance, c'est entreprise. Soit vous le créez sous forme de GIE ou bien sous la forme de société. C'est-à-dire, ça c'est les types d'activités. Mais la forme, elle est unique pour toute catégorie. C'est GIE, société, ainsi de suite. Moi, j'ai vu une structure, cabinet de consultance, mais qui a créé un GIE. Donc, les démarches restent les mêmes? C'est les mêmes choses. Ouais. Il y a un formalisme à respecter. Tout le reste, vous êtes libre, c'est libre. C'est bon, impression? Merci. Que parfois, quand il y a certains programmes, quand on veut postuler, par exemple, pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement, donc il nous... Quel type d'accompagnement? Financier? Parfois les deux à la fois. Voilà. Donc il nous demande un compte d'exploitation prévisionnelle. Oui. Donc c'est quoi exactement? Ça, on le verra dans le cours. Parce qu'il y a ce que l'on appelle la situation patrimoniale. Le patrimoine, c'est tout ce qu'on a comme biens et dettes. Et il y a ce que l'on appelle la situation d'exploitation. Donc, pour bénéficier d'un financement, il faut donner le bilan prévisionnel et le compte d'exploitation prévisionnel. Le compte d'exploitation, c'est juste le compte de résultat, parce que le résultat se réfère à l'exploitation. C'est les produits prévisionnels, ce que j'espère ou ce que j'escompte encaisser, et les charges provisionnelles. Et là, j'anticipe un peu sur les charges. Au niveau des charges, on a les charges, les achats, les transports, les services extérieurs, les impôts et taxes, les charges diverses, les salaires, les amortissements et les provisions. Ça, vous le verrez avec le cours sur le plan comptable. Donc, c'est tout ça que vous allez mettre en charge. En produit, vous avez les ventes, les prestations de services, vente de biens, livraison de biens, prestations de services, autres produits, produits accessoires. Vous allez le mettre. Mais ça, c'est des études scientifiques. Par exemple, vous allez vous dire que première année, notamment pour les exploitations agricoles, on est en période de démarrage, donc on va produire 100 fruits. Chaque fruit, en fonction du prix du marché, c'est 100 francs. Deuxième année, vraiment, ça commence à augmenter, donc c'est 200 fruits. Troisième année, c'est vraiment la période de crasière. Donc là, vous faites des calculs, ou bien sur la base de données existantes, vous allez faire ce que l'on appelle la méthode des moyennes. Hein? Il y a les droits de régression, ça c'est des techniques statistiques, pour faire des prévisions de recettes et des prévisions de dépenses. Et que dès que vous le faites, vous allez faire le compte d'exploitation prévisionnel. Mais ça, c'est en fonction du plan de trésorerie.
Voilà, sous ça, on verra les rudiments, parce qu'on ne peut pas rentrer dans les détails pour vous, mais on verra les rudiments au milieu du cours ou bien un peu à la fin du cours. Il y a la notion de compte, de plan de trésorerie. Derrière, il y a le bilan et le compte de résultat prévisionnel. C'est bon? Dernière question? Une dame de préférence, comme demain c'est Saint-Valentin. Il n'y en a pas une fois, il n'y en a pas deux fois, il n'y en a pas trois fois. Donc la séance est levée.